Amis internautes, amis verrouillés, bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi, avant de démarrer cette session de chat vidéo du maire, de vous souhaiter une excellente année 2019. Évidemment pour vous, pour vos proches, que cette année 2019 soit pleine de bonnes choses pour vous, évidemment la santé, enfin tout ce qu'on peut espérer en ce début d'année. Très heureux de vous retrouver donc ce soir pour cette première édition de 2019. Je sais que beaucoup de questions, les questions affluent, les questions sur lesquelles de la dernière session, sur lesquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Donc ne perdons pas plus de temps. La première question. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. La première question est posée par Jimmy de Bourges. Avez-vous déjà une première estimation sur le coût des dégâts de samedi dernier en ville et donc sur le chantier de la MCB? Je me permets aussi de souligner le bon travail des services techniques qui ont répondu présent dès le samedi soir. Oui, vous avez raison de remercier les services techniques. Je l'ai déjà fait, mais je relayerai bien sûr votre soutien en tout cas et vos félicitations. Vous ont été nombreux ces soutiens et félicitations tout au long de ce week-end et ça fait chaud au cœur en tout cas. Par rapport à votre question, non, le bilan chiffré il est un peu trop tôt pour le faire. Les équipes municipales sont en train d'évaluer pour la partie publique, tout au moins, les dégâts qui ont pu avoir lieu dans notre ville suite notre manifestation de samedi. On peut estimer d'ores et déjà à plusieurs dizaines de milliers d'euros, évidemment, par le fait de mobilier urbain qui ont été déplacés, qui ont été cassés, par des incendies qui ont eu lieu dans des conteneurs, par un certain nombre d'enrobés qui ont été endommagés du fait effectivement de ces feux de poubelles ou de conteneurs. Tout ça est en cours de chiffrage et on en aura forcément besoin pour solliciter officiellement maintenant nos assurances. Quant au chantier de la Maison de la Culture, par chance, il n'y a pas eu de dégradation. C'est sûr qu'il y a eu un certain nombre de pillages, notamment de barrières de sécurité, de vitres clos et de morceaux d'éléments d'échafaudage qui ont été déplacés pour servir de barricade. Mais en tout cas, pas de dégâts aujourd'hui sur le chantier de la Maison de la Culture. La question suivante est posée par Michel Bali. Je voudrais remercier pour avoir fait en sorte de nous avoir protégés samedi et merci aux CRS qui ont fait du bon travail et qui sont au service de la ville. Donc, ce n'est pas une question. Non, ce n'était pas une question. Mais écoutez, je prends aussi en compte votre remarque et merci beaucoup. C'est vrai que nous avons, vous savez, la semaine dernière, à cette heure-là, on n'était pas sûr que cette manifestation ait lieu, on pensait à 1 heure. Mais en tout cas, j'ai voulu prendre toutes les précautions nécessaires pour anticiper les éventuels débordements. Je crois que j'ai eu raison. Tout est perfectible, donc on a déjà fait un bilan en interne pour identifier ce qui avait bien marché, un certain nombre de points sur lesquels il faut peut-être qu'on s'améliore, mais le bilan est positif. Et puis vous avez raison de souligner le bon travail des forces de l'ordre qui ont été renforcées localement, qui ont fait en sorte effectivement que les dégâts soient relativement limités. Alors la question suivante nous vient de Vali Valentin. Est-ce qu'une mobilisation des Gilets jaunes est prévue samedi prochain? Écoutez, je suis les réseaux sociaux comme vous. Donc, il y a eu effectivement des dimanches un appel pour recommencer samedi prochain. Très sincèrement, à titre personnel, je m'en serais passé. Je n'ai pas plus d'éléments aujourd'hui. Les choses vont se préciser comme la semaine dernière, à hauteur de mercredi ou jeudi. En tout cas, s'il y a le moindre doute sur effectivement une manifestation d'ampleur, nous prendrons les mêmes dispositions que nous avons prises la semaine dernière. Et comme je le disais précédemment, peut-être d'autres précautions complémentaires pour que les choses se passent encore, on va dire, moins mal. Je n'ose pas dire mieux, mais en tout cas moins mal que samedi dernier. La question suivante nous vient de Stéphane. Qu'allez-vous faire des cahiers de doléances mis en place en mairie? Écoutez, c'est assez simple. Alors, je rappelais que les cahiers de doléances ont été mis en place dès le 21 décembre. Donc il y a plusieurs cahiers de doléances. Cahier de doléances, on va dire papier, j'appelle comme ça. À l'hôtel de ville, il est dans
toutes les mairies annexes de la ville. Et puis un cahier de doléances électronique, c'est une adresse email dédiée. Et sur ces deux outils, en fait, les deux types d'outils, je dirais, comment dire, des doléances sont déjà apparues. Donc l'objectif, c'est effectivement de faire remonter ces doléances au service de l'État, donc en l'occurrence auprès de Madame la Préfète. Donc on va se donner jusqu'à la fin du mois pour les mettre à disposition et comme il était finalement demandé et recommandé, c'est l'objet d'éléments c'est les éléments que doivent avoir les services de l'État. Après, je ne sais pas l'interprétation qu'ils vont en faire, mais c'était la règle du jeu et j'ai joué dans cette partie parce que ça me paraissait normal de contribuer avec ces outils. Après, j'ai aucune garantie effectivement sur l'usage qui va en être fait. Je souhaite que ça en soit un bon usage en tout cas. Une question de Catherine, question qui concerne le grand débat. Une date est-elle arrêtée sur Bourges ? Non, la date n'est pas arrêtée. Bon, simplement, ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite, enfin je l'ai déjà dit à un certain nombre de médias, je souhaite m'impliquer dans ce débat parce que ça me semble d'abord utile, d'abord en tant que citoyen, puisque c'est le sens de la démocratie aujourd'hui, et surtout quand le pacte républicain est remis en question. Et en tout cas, il est évident, à titre personnel, je ne peux pas me contenter d'être spectateur ou commentateur des événements. Et puis en tant que maire aussi, bien sûr, parce que je connais l'écoute le besoin d'écoute en fait de nos concitoyens. J'en parle d'ailleurs très souvent avec les bureaux, et puis ils nous ont montré que sur des sujets, je prends un peu des exemples qui viennent en tête sur les rythmes scolaires, sur l'évolution du réseau de transport en commun, sur lequel on a travaillé il y a 2 ans et demi à peu près avec l'ensemble des usagers, sur l'utilisation d'anciennes maisons de la culture, et puis plus récemment, on avait pas plus tard hier soir, un débat sur une consultation plus exactement sur le plan cœur de ville. Et donc là, les berruyers ont montré l'intérêt qu'ils portent essentiel à ce type de débat, puisqu'en fait, le résultat de leur contribution est toujours très positif. Donc voilà, pas de date aujourd'hui arrêtée, mais dans les jours ou les semaines qui viennent, on vous donnera donc les éléments. Mais en tout cas, je souhaite effectivement qu'on soit, à titre personnel et en tant que maire, être très actif sur ce débat. C'est le rôle aussi de l'élu local, l'élu de proximité. La prochaine question est posée par Séverine. Que comptez-vous faire pour l'insécurité au Val-d'Oron ? Nous en sommes à 6 voitures brûlées, y compris dans les zones pavillonnaires. Une police de proximité serait bien, ainsi que l'installation de plusieurs caméras également. Il ne faut pas stigmatiser sur le Val-d'Oron. Bon, c'est vrai qu'il y a des événements plus récents, mais en tout cas, ces problèmes d'incendie de voitures existent, pas forcément dans le quartier du Val-d'Oron. Donc le traitement par la sécurité, c'est un traitement global. Bon, vous savez qu'on développe aussi, depuis 2014 notamment, on a accéléré le déploiement des caméras de vidéoprotection dans l'ensemble des quartiers de la ville et sur les zones d'activité. Nous avons d'ailleurs atteint, voire dépassé l'objectif qu'on s'était fixé au début du mandat. Dire aussi que la police municipale, enfin l'équipe de soirée est opérationnelle depuis le début de cette année, depuis quelques jours. Donc ces nouvelles équipes se sont traduites par un renforcement des effectifs globalement, et puis une présence plus importante dans les heures de nuit, ce qui n'était pas le cas pour la police municipale jusqu'à présent. Donc voilà, on déploie en fait l'ensemble des outils nécessaires, suffisants, je ne sais pas, mais en tout cas nécessaires, et pour améliorer effectivement la sécurité dans l'ensemble des quartiers de la ville de Bourges et pas forcément sur un quartier. La question suivante est posée par Richard Margarita. Est-ce que le projet du centre aqualudique au Val-d'Oron est toujours d'actualité ? Oui, tout à fait, il est toujours d'actualité. Donc on est en train d'affiner le contenu, la définition de ce qu'on va faire dans ce centre aqualudique. J'ai eu l'occasion encore la semaine dernière d'aller visiter un centre aqualudique dans une autre région pour s'inspirer de ce qui s'y fait et pourquoi les choix d'une piscine à une autre, d'un centre aqualudique à un autre sont différents. Ça dépend d'un certain nombre d'éléments de contexte, d'environnement, on va dire, d'une façon générale. Et en tout cas, voilà, le sujet avance.
Voilà, j'imagine que d'ici la fin de l'année, hein, c'est un peu l'objectif tel qu'on le voit aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter d'une façon plutôt schématique quel sera ce centre aqualudique. La question suivante est posée par Alexandra. Une nouvelle fois, merci pour vos actions le week-end dernier. Habitante des jardins du Val d'Oron, nous avons encore des questions. La première est l'éclairage. Les enfants rentrent en bus et au terminus centre équestre et le long de la route, il n'y a aucun éclairage. C'est un peu dangereux. Est-il possible d'étudier la chose? Nous aimerions également connaître la suite pour notre lotissement. Alors sur le premier point, oui, tout est possible. Après, c'est qu'une question de technique et finance. Mais enfin, bon, si on a la finance, la technique, on sait résoudre. Donc, moi, je vous engage sur ce point-là donc à m'écrire, soit par email, soit par un petit courrier, pour que je puisse avoir en mémoire cette demande et étudier la possibilité de mettre en place de l'éclairage public sur le chemin qui mène au centre équestre. Sur le déploiement des jardins du Val d'Oron et sur de ce lotissement qui a grandi. Alors j'avoue que je n'ai pas forcément d'éléments très précis aujourd'hui, mais dès lors qu'effectivement il y a du potentiel, c'est le cas d'ailleurs, et puis qu'il y a de la demande, forcément c'est un secteur qui va se développer, parce que c'est un secteur de Bourges qui est un peu à l'extérieur bien évidemment, mais ça correspond aussi parfois à un besoin. On a de la disponibilité de terrain et c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir faire en sorte d'accueillir sur Bourges des gens qui seraient peut-être déjà partis de Bourges il y a quelques années et qui souhaitent y revenir. Une question d'Héloïse Fauchâtre. Quelle est l'adresse mail sur laquelle nous pouvons écrire sur les cahiers de doléances? Et autre question, ouais. Pensez-vous mettre en place un éclairage utilisant la détection de présence, par exemple, sur les parkings? Alors, sincèrement, l'adresse email, je ne l'ai pas en tête. Peut-être on va me la communiquer d'ici la fin du chat vidéo. Donc, je vous demande un tout petit peu de patience. Et puis, concernant l'éclairage sur les parkings, oui, là aussi, ça rejoint un peu la question précédente sur le chemin qui mène au centre équestre. Tout est possible. Le tout, c'est le financement et la priorisation. Et c'est vrai que ces éclairages maintenant qui fonctionnent à partir d'un détecteur de présence, c'est intéressant dans la mesure où effectivement ça permet des économies de fonctionnement, plutôt qu'avoir un éclairage permanent, de faire des économies de fonctionnement. Bon, après, ça a ses limites. Je pense qu'on ne peut pas généraliser ça sur tous les parkings, parce que la ville a besoin aussi d'être éclairée, notamment parfois pour des questions de sécurité. L'éclairage est aussi important, mais effectivement, c'est des choses qu'on peut regarder ponctuellement au cas par cas. Ça pourrait être effectivement intéressant sur certains parkings. Je reviens à votre première question, on m'apporte la réponse. Donc, alors, je ne sais pas si ça se touche tout ça, j'imagine. Donc, ça s'appelle cahier de doléances. Donc, cahier de doléances, ça se tient avec un S à la fin, doléances, @ville-bourges.fr. Et on va remettre ça, je le dis à mes collaborateurs qui sont en face de moi, on va écrire ça de nouveau sur la page Facebook de la ville, comme ça vous aurez l'information. Alors, la question suivante est une question de la session précédente. Elle est posée par Sébastien Genoux. Vous voulez que Bourges devienne la capitale de la culture. Pour quelle raison n'avez-vous pas gardé les caves découvertes sous l'îlot Victor Hugo, par exemple avec des plaques de verre et des spots pour mettre en beauté ces vestiges du passé? Tout simplement parce que la culture et le patrimoine, c'est pas la même chose, parce que là, je pense que vous parlez plus de patrimoine que de culture. Donc je crois qu'on est aujourd'hui capitale de la culture. Alors après, ça reste à définir le périmètre, mais on est bien important culturel, et puis on est aussi, vous avez raison, une ville de patrimoine. Sauf que, effectivement, on a des contraintes. Alors je comprends cette envie de dire tout ce qu'on trouve, il faut le garder et le mettre en valeur. Sauf que tout ça, techniquement, c'est pas toujours possible. Je rappelais quand même ce qui a été découvert sur le chantier de l'îlot Victor Hugo. Ce sont finalement des caves qu'on connaissait, puisqu'en fait, au moment de la construction de l'îlot Victor Hugo, dans l'ancienne version, ces caves étaient connues, donc ce n'est pas une découverte. Ce n'est pas une des caves d'une exceptionnelle. Oui, c'est quelque chose d'historique, mais enfin, ce n'est pas une découverte exceptionnelle. Et puis, surtout, sur l'aspect technique, il faut supporter donc, l'impact ou le poids technique du nouvel aménagement qu'on va avoir, et qu'on ne pouvait pas reposer ça sur une cave
pour des raisons de sécurité, sinon tout se serait effondré. Donc voilà, il y a une raison à chaque fois technique. On ne fait pas, si on peut le faire, si on peut mettre en valeur ce que l'on trouve ou ce qu'on découvre, on le fait, mais dès que techniquement c'est pas viable, on ne le fait pas. Alors, la question suivante, toujours une question de la session précédente. Nathan Grand, je vous demande, quelles actions proposez-vous afin de soutenir les commerçants du centre-ville face à la multiplication des zones commerciales en périphérie? Il est nécessaire de porter une action au niveau de Bourges, sinon le moratoire actuel ne servira à rien. Comment vous répondre d'une façon assez concise et rapide tout en étant dans le détail. D'abord, pour rappeler que la ville de Bourges a été retenue dans le plan national cœur de ville, donc par le fait, quelles sont les villes moyennes qui ont été retenues, parce que ce sont des villes moyennes qui ont été retenues, parmi ces 222 villes, ce sont les villes qui, de la même strate, grosso modo, que celle de Bourges, qui souffrent, où le commerce souffre. Bon, et donc, en fait, ce plan national sert effectivement à aider, je dirais, notamment le commerce, et la priorité. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on est inscrit, c'est pour ça qu'on développe, et on avance très vite. D'ailleurs, quand je parlais juste avant de l'îlot Victor Hugo et sa réhabilitation, ça fait partie, entre autres, de ce plan cœur de ville. C'est-à-dire c'est la première action que nous avons menée, et que nous avons menée rapidement, puisque c'est des entrées en fait, du centre-ville, quelque part, qui est la première image qui est donnée notamment aux touristes, qui se rendent soit à l'environnement de la cathédrale, soit à l'office du tourisme, tout simplement. Donc ça doit participer effectivement à cette attractivité. Sur la cause de la désertification ou les causes de désertification des commerces, oui, on met aussi facilement en avant les commerces de périphérie, mais pas que. Je ne dis pas que ça ne contribue pas, mais pas que. C'est pour ça que j'ai voulu, en tant que maire, prendre ce moratoire sur le périmètre de la ville de Bourges pour au moins jusqu'à la fin du mandat, pour que d'autres commerces supplémentaires ne s'implantent pas, et donc cet engagement il est tenu. Après, sur l'ensemble de l'agglomération, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Même si je préside, je ne suis pas le seul à le décider. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon principe. Il faut qu'on tombe sur un accord, et les discussions sont en cours. Je reviens sur les causes aussi. La désertification commerciale, elle est due aussi à l'achat par Internet. Elle est due aussi à la désertification du centre-ville. Elle est due peut-être aussi à la nécessité, et c'est dans cet axe-là que nous avons aussi, de rendre notre ville plus attractive, plus jolie, qu'elle soit plus agréable à vivre. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse, en complément de l'îlot Victor Hugo, à refaire d'autres places. Voilà, la prochaine étape, ce sera la place Gordon et un certain nombre de rues de centre-ville. Sur l'habitat, on a une désertification de l'habitat. Pourquoi? Parce que cet habitat n'est plus approprié par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Donc on a toutes des opérations à lancer, qu'on financera, notamment sur l'aide à la réhabilitation des logements de centre-ville, l'aide à la réfection des façades. Donc c'est tous ces sujets qui doivent faire que Bourges est attractive, et si la ville est attractive, et pour les bureaux et pour les visiteurs, ça sera un atout effectivement pour les commerçants. Et puis il faut peut-être aussi qu'on réfléchisse sur peut-être, j'étais avec, aujourd'hui je déjeunais avec le maire de Châteauroux, avec Gilles Avrousse, où il a fait des opérations de rachat aussi de murs, ce qui a permis à certains commerçants, jeunes commerçants, de pouvoir s'installer par la pratique je dirais, commerciale, mais surtout avec des loyers qui sont plus bas. C'est des actions de ce type-là qu'il faut qu'on mette. Il ne faut pas tout mettre sur les commerces de périphérie, parce que d'abord ils correspondent à un besoin aussi, donc moi je n'ai jamais opposé le commerce de centre-ville au commerce de périphérie, mais voilà, il faut aussi que les commerçants aussi se prennent en charge. On a mené des opérations aussi sur le stationnement, la baisse des tarifs, la gratuité à partir de 17h sur les stationnements de voirie. On a aussi, notamment pendant les fêtes de fin d'année, on a assuré la gratuité sur les parkings ouvragés. Donc c'est toutes des actions qu'on mène aussi pour faire en sorte d'aider les commerçants. Mais il faut que les commerçants aussi travaillent à ça. Donc nous, on fait avec nos moyens et les moyens de la collectivité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se sorte de cette situation, et ça se fera en co-construction, ça se fera en collaboration avec l'ensemble des acteurs du terrain. La question suivante est posée par Alexandra. Les commerces souffrent notamment à cause des gilets jaunes. Allez-vous prendre des mesures comme les parkings gratuits dans les prochaines semaines? Bon,
faut pas mettre la difficulté des commerçants aussi que sur une cause. L'internaute précédent parlait des commerces de périphérie, maintenant vous prenez le cas des gilets jaunes. Alors c'est vrai que tout ça ne facilite rien, bien évidemment, hein, puisque surtout avec un commerce qui est globalement en difficulté depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est une raison qui rend les choses encore plus compliquées qu'elles ne l'étaient avant. Sur la gratuité, une fois encore, la gratuité, on ne peut pas la faire tout le temps, sinon ça n'a plus de sens. Maintenant, comme il est prévu éventuellement une autre manifestation samedi prochain, les eurodateurs qu'on avait démontés, on ne va pas les remonter cette semaine, ça serait idiot de les monter pour les redémonter. Maintenant, des opérations sur la gratuité, on en fera, c'est indépendant, on va dire, des manifestations de gilets jaunes, on en fera au cours de l'année sur des moments particuliers, peut-être en espérant que ce soit plus calme, et peut-être le démarrage des soldes l'été prochain. J'en discutais avec des commerçants l'autre jour, peut-être des opérations au moment de, je sais pas, le samedi, la veille de la fête des mères, enfin bon, trouver quelques éléments mais pas le faire tout au long de l'année, sinon ça rime plus à rien, et on a besoin de parking payants, justement, pour assurer ce qu'on appelle le turnover des véhicules, et qu'elles ne restent pas en permanence, qui a la conséquence immédiate, fait que les clients potentiels qui vont les garer, s'il n'y a pas de place disponible du fait de la gratuité, finalement, le résultat, c'est l'effet inverse de celui escompté. Une question de Vincent Pariot maintenant. À l'instar de Châteauroux et de plusieurs autres villes de France, la gratuité des transports en commun est-elle à l'étude à plus ou moins long terme pour l'agglomération de Bourges? Non, elle n'est pas à l'étude parce que la gratuité n'existe pas. Le fait que les usagers ne payent pas, c'est une action de non-paiement, si on veut dire, mais forcément il y a quelqu'un qui paye. Bon, parce que les investissements des bus, les chauffeurs, les contrôleurs, ils ne font pas ça bénévolement, leur métier, donc il faut forcément au moins les payer, ça me paraît un minimum. Et donc quelque part, la société qui a aujourd'hui la prestation ne fait pas cette prestation gratuitement. Donc quand on dit que le transport en commun est gratuit, non, forcément, à un moment donné, c'est le contribuable qui paye. Alors c'est pas forcément effectivement que les usagers, mais en tout cas, c'est l'ensemble des contribuables. Donc voilà, je ne suis pas favorable à cette gratuité. En plus, la gratuité, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose dans son ensemble. Bon, le Châteauroux a fait cette démarche depuis très longtemps. D'autres villes emboîtent le pas, pas toutes. Voilà, après, ce sont des choix politiques, mais une fois encore, la gratuité n'existe pas. Il y a forcément quelqu'un qui paye à un moment donné. Une question de la session précédente posée par Christelle Jouve. Une zone 30 est-elle prévue rue Charlet afin d'apaiser la circulation? Oui, la réponse est oui. Très bien, nous passons à la question suivante. Donc une question de Mathéo qui vous demande pour quand le Burger King? Alors, le Burger King devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Bon, nous avons rencontré avec Philippe Mercier et Marcel Robérol, donc l'investisseur qui a racheté tout ce terrain, ce qu'on appelle MRCO, à côté d'Esprit 2. Et donc, voilà, on imagine que d'ici la fin de l'année, au deuxième semestre, le Burger King devrait être opérationnel. Une question de Frédéric Ossilou. Le projet de skatepark est-il toujours d'actualité au Val d'Oron? Et pour quand est-il prévu? L'actuel sera-t-il maintenu ou supprimé? Alors la réponse est oui à votre première question. Donc le projet avance. En fait, il devrait être opérationnel, le nouveau skatepark, normalement, on va dire à l'automne, tout au moins juste après l'été, je veux dire à la rentrée pour ne pas être très précis, mais en tout cas à l'automne. Il sera situé effectivement du côté de la base Aviron pour situer. Et puis il n'est pas question de démonter celui qui existe actuellement, il sera effectivement maintenu. Une question d'Alain. Dans le cadre des évolutions à venir sur la taxe d'habitation, il faudrait corriger une injustice concernant cette taxe qu'un célibataire paie actuellement beaucoup plus cher que s'il était en couple, alors qu'il doit déjà assumer seul les différentes charges comme le chauffage, le téléphone, etc. Les règles sur la taxe d'habitation, elles sont définies au niveau de l'État, pas au niveau donc de la collectivité. Le seul levier qu'on a aujourd'hui, c'est le taux, le vote du taux, du pourcentage appliqué sur
sur la valeur locative, qui elle aussi est définie par les services de l'État, la règle de répartition ou d'abattement en fonction que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple avec ou sans enfants, c'est des définitions qui ne sont pas des définitions locales, ce sont des décisions nationales. Alors, une nouvelle question de la session précédente, elle est posée par Catherine. Avez-vous programmé une réunion publique sur la santé financière de la ville comme chaque année ? Oui, tout à fait. Donc, traditionnellement, elle avait lieu fin janvier. Je crois que là, ce sera plutôt début février, de mémoire. Je n'ai pas la date exacte. Je vous dirai le 4 février, mais je ne suis pas sûr de moi. Mais en tout cas, vous aurez l'information dans les nouvelles de Bourges, vous aurez les informations sur les réseaux sociaux, vous aurez les informations dans le journal local. Voilà, je vous dis, je n'ai pas la date en tête. Je sais que ce n'est pas le 31 janvier, ça c'est sûr, parce qu'on a autre chose, c'est la restitution du grand débat sur Bourges demain, trajectoire 2050, mais c'est dans la semaine qui suit. Une nouvelle question de la session précédente de Cyril. La ville est-elle impliquée dans le projet de maison paramédicale sur le site de l'ancien garage Renault qui a brûlé l'an dernier? Alors impliquée, non, pas directement. Hein, il s'agit d'initiatives privées. Bon, il n'y a rien aussi. Il faut encore sur ce site. Hein, j'ai des relations assez régulières avec Philippe Simoneau, qui est propriétaire du site. Donc là, le projet est en cours de réflexion. D'ailleurs, il nous l'a soumis à plusieurs reprises. On l'a fait évoluer, puisqu'en fait, il voulait absolument que la collectivité soit d'accord avec le projet qui sera fait sur ce site-là. Il est effectivement à la réflexion possible que ce soit un lieu où on retrouve peut-être effectivement de l'offre médicale ou paramédicale, mais pas que, peut-être aussi une résidence senior, donc rien n'est abouti, en tout cas pour l'instant. Une nouvelle question de la session précédente, elle est posée par Kiki Duberry. Avez-vous rencontré les Gilets jaunes ? J'ai rencontré, nous avons rencontré, pour être précis, les Gilets jaunes à 2 reprises. Un de mes adjoints, on a reçu quelques-uns à la fin de l'année dernière, fin de l'année 2018, et puis j'en ai reçu, moi, ça devait être lundi ou mardi dernier, à leur demande. Alors, je ne vais pas au-devant des Gilets jaunes, mais en tout cas, ils savent, et je me suis exprimé suffisamment là-dessus, que s'ils veulent que je les reçoive, ça sera évidemment avec plaisir. D'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne depuis que je suis élu. Toute demande d'entretien ou d'entrevue est acceptée. Je le fais bien volontiers pour les Gilets jaunes et puis pour les autres. Une question de Gérard du Centre. Certains maires sont timorés sur le grand débat. Allez-vous être un acteur actif de celui-ci ? Oui, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure en début de session. Je ne sais pas s'il y a des maires qui sont timorés, peu importe. Après, je respecte effectivement leur choix. En tout cas, moi, je veux à la fois être acteur en tant que citoyen et puis acteur en tant que maire. Aujourd'hui, c'est un signal qui me semble positif, qui est donné ou qui est redonné sur la nécessité de travailler avec les élus locaux, parce que c'est ceux aujourd'hui qui sont en contact direct avec nos concitoyens. Donc ce grand débat, je pense qu'il faut qu'il ait lieu. Après, évidemment, derrière, sans garantie de résultat, ça on ne peut pas préjuger, mais on ne peut pas non plus préjuger que ce soit un échec. Donc on a cette possibilité de structurer, de redonner la parole qui semblerait avoir été enlevée à nos concitoyens. Donc cet outil est proposé. Je vais prendre une part active sans a priori et sans esprit partisan. Voilà, mon idée, c'est d'animer en fait avec mes équipes ce grand débat, mais bien sûr à partir des propositions qui pourront être faites, ne pas prendre de décision, parce que ces décisions, ce n'est pas des décisions au niveau local, ce sont des décisions au niveau national. Une question de Martin. Pensez-vous que les Gilets jaunes vont faire une liste pour les élections européennes ? Je n'ai pas l'habitude de lire dans le mar de café, ni dans la boule de cristal, je ne sais strictement rien. Mais franchement, là, j'ai pas d'avis là-dessus. Il y a on entend des choses, on dit des choses. Maintenant, vous savez, faut que les choses, faut laisser du temps au temps, comme disaient certains. Et puis, on verra bien ce qui se passera. Donc, si j'ai envie de faire une liste aux européennes, mais il faudra une liste aux européennes. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Alors, une nouvelle question
question posée par Léa qui voudrait savoir quand la salle de restaurant du centre des Bouloises sera-t-elle refaite? Écoutez, de mémoire, là on est en train de finaliser le budget pour 2019, qui sera voté donc au mois de mars, notamment sur la partie investissement, puisque c'est de ça dont il est question. La dernière fois que j'ai vu un peu la liste à l'après-vert, la réflexion du restaurant des Bouloises était d'actualité. Maintenant, il faut qu'on effectue les derniers arbitrages, parce qu'entre les demandes et puis notre capacité à assumer les investissements, des fois il y a des écarts, donc il y aura sans doute de l'arbitrage. Donc après, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si le restaurant des Bouloises sera supprimé ou gardé sur le plan d'investissement 2019. Alors, une nouvelle question posée par Benoît qui vous demande à quand le TGV sur Bourges? Alors là aussi, la même question que pour la liste Gilets jaunes européenne, je ne sais pas lire dans le marc de café ni la boule de cristal. Je pense très sincèrement, à l'heure actuelle, il y a, d'ailleurs le président de la République l'avait annoncé il y a déjà quelques temps, il va y avoir une pause sur les lignes TGV. Ce qui est engagé ira au bout, mais en tout cas pas sur de nouvelles lignes pour l'instant. Donc la priorité a été donnée aujourd'hui plutôt sur la rénovation des lignes, on va dire classiques, qui ont besoin effectivement d'être maintenues et d'être en mauvais état. J'imagine probablement enfin, la problématique du TGV, vous savez, à l'origine, TGV sur Bourges, quand je dis Bourges, mais pas que Bourges, c'était le doublement de la ligne Paris-Lyon, pour lequel il est envisagé, enfin estimé d'ici 2030-2035 que ce tronçon sera saturé, et donc c'est la raison pour laquelle il fallait reconsidérer un deuxième barreau, une deuxième liaison entre Paris et Lyon. C'est ça l'origine. Donc voilà, il y a encore un petit peu de temps, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un choix politique. Il est discutable, mais en tout cas c'est celui-là aujourd'hui, qu'il a été mis à une pause sur les lignes TGV pour pouvoir plutôt remettre à hauteur les lignes de train, on va dire, classiques. Une question de Michel Bailly. Que prévoyez-vous de faire pour les sans-abri? Je ne dirais pas plus que ce que l'on fait aujourd'hui, enfin ce qu'on fait aujourd'hui, puisque l'on fait depuis des années. Donc voilà, il y a des institutions, des organismes qui s'occupent des sans-abri. Il y a des foyers pour les recevoir et les prendre en charge. Donc ça fonctionne plutôt bien à Bourges. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens sans-abri, mais en fait, ceux qui dorment dehors l'hiver, c'est que la plupart du temps, c'est qu'ils ne veulent pas bénéficier de ces services. Une fois encore, c'est pas discutable, c'est leur choix. Je crois qu'aujourd'hui, sur Bourges, ça fonctionne plutôt bien, mais malheureusement, je pense que tout le monde préférait qu'il n'y ait pas ces organismes ni ces institutions, ni ces organisations. Ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de sans-abri, qu'il n'y ait plus de sans-abri. Et ça serait, à mon avis, bien meilleur que de faire du préventif plutôt que du curatif. Une interrogation de Véro. Vos équipes étaient à pied d'œuvre ce matin pour effacer tous les tags? Oui, je crois qu'elles ont commencé. Je crois qu'elles ont même commencé hier, me semble-t-il. Oui, l'équipe spécialisée dans les tags, vous savez la ville a une équipe spécialisée, était déjà à pied d'œuvre. L'idée, c'est d'enlever les tags le plus vite possible, de manière à ce que la ville reprenne une image que l'on connaît, une ville propre, une ville accueillante. Donc la priorité a été donnée plutôt dès samedi soir pour dégager les voiries et les trottoirs, pour assurer la circulation en toute sécurité. Et puis le nettoiement aussi dans la foulée. Et puis les tags, c'est la dernière chose qu'on devait traiter et qui est en cours. Je ne sais pas aujourd'hui, à l'heure où on parle, si c'est fini. En tout cas, ça peut aller relativement vite parce qu'une fois encore, on est équipé, on a l'habitude de traiter ces problématiques de tags. Une question d'Héloïse. Avez-vous prévu une augmentation du taux d'imposition concernant la part revenant à la commune sur nos taxes d'habitation? La réponse est non. Très bien, donc nous allons passer à la question suivante qui est posée par Lolo. À quand un vrai plan vélo à Bourges? Je reviens sur le plan national cœur de ville. Ça fait partie,
Hier, on avait donc, je le disais tout à l'heure, une réunion de concertation avec beaucoup de personnes. Je crois qu'il y avait 125 ou 130 personnes qui étaient présentes, qui ont travaillé. On les a fait travailler. Et notamment dans les sujets, les thématiques, il y avait la thématique de la mobilité. Et effectivement, un des points qui était mis en avant parmi les propositions, il y a tout ce qui est cheminement piéton et cheminement en vélo. Donc ça se construit. Alors ça se construit en parallèle du plan, le plan vélo intercommunal hein, qui est mis en place sur l'ensemble de l'agglomération pour relier les aménagements cyclables qui existent déjà dans les communes, pour les rabattre entre communes, et puis développer peut-être dans les communes où on ne trouve pas d'aménagement cyclable. Donc à la fois le plan cœur de ville va présenter un plan vélo, un plan de cheminement piéton, et en même temps on a ce plan vélo intercommunal qui est en cours de réalisation. Enfin, on est plutôt en fin d'études maintenant. Donc tout ça va contribuer à avoir un plan vélo, on va dire, digne de ce nom. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup pour notre ville. Alors, peut-être pas assez, c'est vrai qu'on veut toujours aller plus vite, mais en tout cas, revenez 10 ans en arrière, il n'existe strictement rien. Là, je pense qu'on a fait déjà beaucoup. Enfin, il reste encore beaucoup à faire, je partage votre avis. Une question de Rosemary. Avez-vous une date d'ouverture des Nuits Lumière 2019 ? Précisément non, mais ce sera quelque chose qui va démarrer probablement au mois de juin, quoi. La question suivante est posée par Vincent. Qu'en est-il du déménagement de la gare routière vers la rue de la gare des Marchandises ? Un calendrier est-il déjà retenu ? Alors d'abord, la gare routière, il n'a jamais été dit qu'elle serait positionnée rue de la gare de Marchandises. Hein, ça fait partie des hypothèses, mais en tout cas, rien n'est décidé aujourd'hui, loin de là. Il faut déjà qu'on réfléchisse dans le cadre donc, tout est lié, parce que vous savez qu'on a un travail aussi à faire avec les réseaux de transport en commun. Et dans cette réflexion, et donc nous avançons sur le sujet, c'est de créer deux pôles d'échange. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est la place de la Nation. C'est 2 pôles d'échange qui va se trouver, on appelle la place Europe, à côté de Sérocourt, dans ce secteur-là, qui est plutôt le pôle d'échange sud, et le pôle d'échange nord qui sera à la gare. Bon. Pourquoi la gare ? Parce que ça va être aussi un pôle multimodal, c'est-à-dire où on doit retrouver à la fois la possibilité d'arriver ou de partir en train et dans la foulée pouvoir prendre aussi des bus urbains à cet endroit-là. Et la réflexion aujourd'hui, c'est de voir comment on pourrait déporter aussi à proximité la gare routière, de manière à ce qu'on ait l'ensemble de ces transports qui se trouvent sur ce pôle modal. Bon, donc ça ne va pas se faire comme ça en 2 jours, bien évidemment, mais on est plutôt sur ce schéma. Donc c'est quelque chose qu'on peut imaginer d'ici 5-6 ans, quoi. La question suivante est posée par Alain Marc. Quelle sera la facture des casseurs de samedi et qui va payer ? J'ai déjà eu cette question en début de chat. On est aujourd'hui encore en train d'évaluer le montant des dégâts pour la partie publique. Bon, donc on n'a pas terminé, mais je crois que ça va se faire maintenant dans la journée de demain. Bon, ça va sans doute se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Évidemment, on a déjà lancé les procédures vis-à-vis de notre assureur, donc on va compléter cette procédure avec les éléments dégradés, hein, en fait, pour pouvoir estimer les remplacements ou les réparations. Et cette quote-part, de toute manière, qui ne sera pas prise par les assurances, mais forcément il y en aura une partie, eh bien ça sera payé par la collectivité, donc ça sera payé par vous, contribuables, si je veux m'exprimer ainsi. Mais bon, très sincèrement, aujourd'hui, le montant des dégâts n'est quand même pas si élevé. Enfin plus exactement, on pensait que ça serait plus important que ça n'a eu vraiment lieu. Enfin bon, c'est quand même toujours des dizaines de milliers d'euros qu'il va falloir mettre sur nos crédits d'investissement, alors que ce sont des crédits effectivement qu'on aurait pu destiner à autre chose. Bon, voilà, c'est comme ça. Une nouvelle question de Michel Bailly. Pouvez-vous nous dire s'il y aura à la rentrée prochaine des changements ou des nouveautés chez Aglobus ? Probablement, parce qu'en fait, il y a toujours des adaptations qui ont lieu, c'est souvent 2 fois par an, c'est-à-dire au moment des vacances de printemps et au moment de la rentrée scolaire. Alors ça reste à la marge, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des ajustements. On en a déjà fait d'ailleurs depuis le début de ce nouveau marché qui a pris effet l'été 2017. Voilà, c'est les usagers qui, par la pratique de ces réseaux,
nous font part effectivement d'évolutions possibles. Et puis on regarde la possibilité d'apporter ces modifications une fois encore à la marge, dans la mesure où elles n'ont pas un impact significatif sur le coût. Mais alors ça peut être à la fois en rajoutant un certain nombre de choses ou en prolongeant des lignes, mais ça peut être aussi en supprimant, ce qui arrive aussi dans certains cas, puisqu'on peut s'apercevoir a posteriori que parfois il y a des lignes ou des bouts de lignes qui ne servent à rien, où il n'y a pas d'usager, donc ça permet de faire des économies quelque part, et puis on peut réinjecter ces économies justement sur des déploiements que nous demandent les usagers. Donc ça peut arriver effectivement qu'à la rentrée, il y aura peut-être des choses aux prochaines vacances de printemps, et probablement encore des aménagements à la marge à la rentrée de 2019-2020. Françoise vous pose la question suivante. Est-il envisageable de construire un espace type balnéaire, piscine, espace bien-être avec sauna, hammam et massage, avec un complexe hôtelier qui permettrait de retenir un peu les touristes qui ont tendance à passer assez vite à Bourges? C'est ce qu'on appelle un centre aqualudique et de bien-être. Donc c'est tout à fait le projet qui est porté aujourd'hui par l'agglomération. Oui, c'est possible, puisqu'en fait le projet il avance. C'était la deuxième ou troisième question de ce chat. Pour situer, ce projet devrait se positionner à proximité du plan d'eau du Val d'Oron, juste derrière le centre équestre, pour à peu près vous le situer. Alors après, quand un complexe hôtelier, ça ne dépend pas effectivement de la collectivité, mais il est fort à parier que dès qu'on aura mis un pôle d'attractivité ou d'attraction dans ce secteur-là, ça va forcément amener sans doute des investisseurs à profiter des terrains constructibles à proximité pour s'installer. On parle d'hôtel, mais ça peut être d'autres choses, je ne sais pas, mais ça va dans le sens de l'histoire. Mais en tout cas, effectivement, ce centre aqualudique, c'est ça, c'est des bains remous, c'est un bassin pour nager, ce sont des bassins pour les petits, ce sont des salles de remise en forme, ce sont des spas, ce sont tous ces sujets-là. Oui, c'est ce qu'on est en train de regarder sur le contenu du centre aqualudique et qui sera défini d'ici la fin de l'année, enfin même avant d'ailleurs. Une question posée par Léopold. Pensez-vous continuer d'aménager les abords du plan d'eau du Val d'Oron en espace de loisirs pour les familles? Oui, on a fait déjà beaucoup avec la plage, donc on est en train de regarder la possibilité d'apporter encore des améliorations. Donc je sais qu'il y a une réflexion sur un parcours un peu sportif avec des agrès, un certain nombre d'éléments qu'on peut compléter. Mais voilà, tout ça, ça va se faire avec le temps, par touches successives. Je rappelle qu'on a fait quand même beaucoup depuis le début de ce mandat dans ce secteur-là, mais il faut le compléter au fur et à mesure, effectivement, tranquillement, mais on doit être vraiment sur une base de loisirs où les familles ou les amis puissent se réunir dès qu'il fait beau. Et je pense que notre pari qui semblait aux yeux de certains un peu fou, nous l'aurons réussi, et ça je m'en satisfais. Une question de Michel. Pouvons-nous imaginer un week-end où les transports seraient gratuits une fois par trimestre pour dynamiser le commerce? Oui, tout est imaginable. Encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gratuité n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que s'il n'y a pas ces recettes, forcément, ça va être un déficit d'exploitation pour celui qui exploite aujourd'hui, et il ne va pas nous le faire pour nos beaux yeux. Donc, à un moment donné, il va falloir que la collectivité vienne compenser cette perte de recettes. Donc, tout simplement, tout est possible. Votre idée, elle est intéressante. En tout cas, elle mérite d'être examinée et d'être réfléchie. La question suivante est posée par Ma Indy. Quelles sont les perspectives et les projets 2019 pour la ville de Bourges? Ils sont nombreux. Alors, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert. L'enveloppe financière qu'on imagine en investissement pour 2019, ça serait de 28 millions d'euros. Une fois encore, il faut qu'on affine un peu tout ça. Importante par rapport aux années précédentes, puisque entre 2008 et 2018, la moyenne d'investissement dans l'enveloppe d'investissement était à peu près de 23 millions d'euros. Donc, vous voyez, sur 2019, on est en capacité de faire plus, tout en continuant à se désendetter. J'insiste beaucoup là-dessus. Et alors, les projets, il y a ceux que vous connaissez par cœur. Le projet de Maison de la Culture qui avance vite maintenant. Les travaux sur l'îlot Victor Hugo qui seront terminés,
qui sont terminés au printemps. On va finir les travaux d'aménagement de la rue Louis Mallet. Bon, pour ce qui concerne les travaux, on va engager les travaux dans les écoles, hein, comme on le fait chaque année, hein, pour améliorer les conditions de vie des enfants, des enseignants et des agents municipaux qui travaillent dans les écoles. Voilà, on a parlé tout à l'heure du skatepark, donc il y a aussi le skatepark qui va voir le jour à la fin de cette année. Bon voilà, la liste est longue, il y a tous les investissements aussi des services, hein, parce qu'il faut aussi que les agents municipaux aient des outils pour travailler correctement. On doit ce service au public, donc voilà, la liste est assez longue et l'enveloppe est assez conséquente, donc ça c'est très important parce qu'il faut continuer, je dirais, à structurer nos villes, il faut continuer à améliorer les conditions de vie. J'ai oublié de vous dire, il y a aussi des opérations comme on fait chaque année sur les réfections de voiries, sur les trottoirs. Bon, ça c'est des opérations qu'on va démarrer d'ici peu de temps. Et il faut continuer à embellir notre ville, il faut continuer à la structurer, ça c'est très important. Et la conséquence, on va dire indirecte, c'est aussi donner des charges de travail à nos entreprises locales qui permettent de pérenniser l'emploi, voire le développer. Voilà. La question suivante nous vient de Laurent Guittard. L'arasement du barrage du Moulin de la Chape, boulevard d'Oron, est-il prévu pour 2019 ? Je ne pense pas que ça se fera en 2019. C'est une opération qui est plutôt lourde. En fait, d'ailleurs, c'est une opération privée. Hein, donc la ville de Bourges, là-dessus, est pas propriétaire, en tout cas. Donc je sais qu'il y a une sollicitation, notamment des services de l'État, pour réaliser cet arasage. Mais bon, par contre, voilà, il y a d'abord définir ce que l'on veut réellement faire. Il faut qu'il y ait une estimation de coût. Je suppose que les propriétaires solliciteront peut-être les collectivités, mais je ne vois pas quel titre on peut participer financièrement. Donc voilà, il y a encore du travail à faire pour réaliser cet arasage, sachant qu'à titre personnel, on ne m'a encore pas convaincu de la nécessité de faire cet arasage. Mais bon, ça encore, c'est pas des décisions locales, ce sont des décisions des services de l'État. La question suivante est posée par Sonia Sommel. De nombreux travaux sont effectués dans notre quartier Chancellerie, Gibjon. J'aurais aimé savoir si la fibre sera bientôt disponible. Alors bientôt, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, moi, l'engagement de l'opérateur Orange, hein, qui déploie donc la fibre optique sur l'ensemble de la ville, le dernier engagement, c'est que toute la ville soit couverte en fibre optique, soit en souterrain, soit en aérien, au plus tard en 2020. Donc en conséquence de quoi, dites-vous qu'avant 2020, dans le quartier de la Chancellerie, vous aurez la fibre. Alors quand je dis 2020, ça peut être avant, mais en tout cas, c'est le délai maximum à ne pas dépasser. La question suivante est posée par Nico. Où en êtes-vous dans le dispositif Trajectoire Bourges 2050 ? Écoutez, il va y avoir une réunion de restitution qui aura lieu le 31 janvier. Je ne sais pas l'heure encore, mais bon, vous trouverez sur les informations de la ville l'heure exacte sur cette réunion. Donc on va poser effectivement la restitution globale de tout le travail qui a été fait, un travail énorme d'ailleurs des participants depuis plus d'1 an sur ce sujet-là. Et puis après, on va mettre en œuvre effectivement tout ce qui est nécessaire pour mettre en place. Alors il va falloir un peu de temps, hein, tout ne va pas se faire en 6 mois non plus, pour voilà, tout ce qui est, tous ces futurs que chacun imaginait soient mis en place progressivement pour atteindre effectivement notre ville idéale telle qu'on l'a imaginée, enfin que vous l'avez imaginée en 2050. Donc c'est le 31 janvier à 19h, c'est au Carré d'Oron. Voilà. La question suivante, une question de la session précédente, elle est posée par Martine. Allez-vous vous représenter en 2020 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en sais rien pour l'instant. Vous savez, j'en suis pas au stade de me poser la question de savoir si je serai candidat ou pas. Le mandat, il n'est pas fini. Il nous reste encore 14 mois de travail. Je vous rappelle qu'un mandat, c'est 6 ans, hein, c'est pas 5 ans, alors que ceux qui se posent la question de savoir s'ils vont être candidats ou pas aujourd'hui, parce qu'ils considèrent que, tout au moins s'il y a des élus actuels qui pensent, ils considèrent qu'effectivement le mandat est fini. Ce n'est pas mon cas. Il reste beaucoup de choses à faire. On a ces problématiques de finances de la ville, même si les choses vont bien, mais
voilà, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui peut arriver, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, on a des projets à faire aboutir, des projets à faire avancer. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure. Donc voilà, le temps arrivera où je me poserai réellement la question, et je passe plus mon temps tous les matins quand je me lève à me dire comment je peux trouver des financements pour nos projets, comment je peux apporter je dirais, des réponses aux questions que peuvent nous poser les verrouillés, plutôt que me dire est-ce que tu vas être candidat ou est-ce que tu ne vas pas l'être. C'est pas le sujet du moment. Il y a un temps pour tout. En tout cas, aujourd'hui, il y a le temps de l'action, et je suis dans le temps de l'action et pas dans le temps de la réflexion pour un éventuel futur. Chaque chose en son temps. Question suivante de Sarah Mousse. J'aimerais savoir à quand une vraie aire de jeu pour nos bambins. Pour une aire de jeu pour vos bambins, c'est ça? Et à quel endroit? Une aire de jeu pour nos bambins, donc le lieu n'est pas précisé. Oui, donc je peux difficilement vous répondre. Donc si vous pouvez reformuler votre question, et puis on la prendra donc à la session du mois de février, et j'y répondrai plus précisément, mais il faut m'indiquer effectivement dans quel quartier vous habitez et quel lieu précisément pour que je puisse vous y répondre. Une question de Max. Quand allez-vous terminer la rue Louis Mallet? Les travaux vont reprendre probablement au 1er avril. Enfin, je vous dis précisément parce que j'ai eu ces discussions ce matin avec les responsables techniques, devraient reprendre au mois d'avril. Donc les consultations aux entreprises vient d'être lancée. Donc il faut leur laisser du temps de réponse, il faut analyser les réponses et attribuer donc objectif 1er avril pour une fin des travaux à la fin de cette année. Une question de Loïc. En votre qualité de maire, vous devez être le premier à avoir pris connaissance des nouveaux chiffres de la population de Bourges. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas de plus en plus inquiétant? Que comptez-vous faire pour changer cela? Alors les chiffres, vous savez, moi je me réfère simplement aux données officielles, donc les données de l'INSEE, qui a changé sa méthode de recensement depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, donc par prélèvement. C'est un échantillonnage de 8% de la population qui permet de tirer un certain nombre d'éléments chiffrés, et ces éléments chiffrés sont déployés sur le nombre de logements, et notamment c'est comme ça qu'on calcule le nombre d'habitants de la ville de Bourges. Ça reste de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'il faut être très prudent sur les évolutions d'une année sur l'autre. En plus, c'est une moyenne qui est faite sur 5 ans. Vous voyez, c'est un peu technique. Donc, il faut être très prudent sur l'évolution d'une année à l'autre. Ce qu'il faut surtout regarder, si vous voulez, c'est la tendance. Puisque on a eu il y a 2 ans une augmentation, sur le recensement qui est sorti il y a 2 ans, une augmentation de la population. Là, il y a une légère diminution à hauteur des chiffres qu'il y avait juste avant. Donc vous voyez, ça peut changer d'une année sur l'autre, c'est pas tellement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la pente. Bon. Donc là, on est plutôt, j'aurais tendance à dire, sur un régime stabilisé. Bon. Alors on ne peut pas s'en contenter, bien évidemment. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur l'attractivité du territoire, et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure à plusieurs reprises au cours de notre chat sur le plan cœur de ville qui doit donner effectivement de l'attractivité à notre territoire, à notre ville, encore plus d'attractivité qu'aujourd'hui, de manière à intéresser les gens pour venir habiter sur la ville. Bon, on est en route sur ce grand projet, ça ne va pas forcément porter ses fruits demain matin, mais voilà, Paris, c'est pas fait en un jour non plus, il faut du temps, il faut reconstruire tout ça, il faut développer de la confiance, d'envie aussi, c'est tout cet attrait des projets qu'on mène aujourd'hui, et fort à parier que voilà, la population augmentera dans les années qui viennent. Alors, bon, je ne peux pas vous dire quand, mais voilà, il faut plutôt retenir que plutôt qu'un chiffre, comparer 2 chiffres d'une année sur l'autre, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous en prenez 200 d'un côté, vous en perdez 300 de l'autre. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt effectivement la pente. Et là, aujourd'hui, on est depuis 2015-2016, on est plutôt sur une stabilité. Et en fait, il faut regarder aussi la population de l'agglomération, parce qu'il y a la ville-centre, évidemment, mais il y a l'agglomération. Aujourd'hui, l'agglomération est en stabilité pure. Il n'y a pas de changement d'un recensement à l'autre. Et puis, l'aire urbaine qui va bien au-delà de l'agglomération augmente, elle. Et puis, et en même temps, le département perd des habitants. Donc, vous voyez, on a quand même
on montre bien l'attractivité quand même qui se crée autour de la ville-préfecture du Cher. Alors si elle ne se fait pas complètement sur l'hypercentre et s'il n'y a pas une augmentation de cette population, en tout cas elle est stabilisée sur l'agglomération et elle est en augmentation sur l'aire urbaine. Donc ça veut dire que notre ville est globalement attractive. Il ne faut pas qu'on se contente de la situation d'aujourd'hui, mais en tout cas il ne faut pas donner une image négative parce que réellement je pense qu'elle ne l'est pas. Alors une question de Françoise. De nombreux commerces ferment en centre-ville, hormis à Varicom, au profit des zones de magasins en bordure de ville, type Saint-Germain. Avez-vous un projet pour amener les Berruyers vers le centre-ville pour éviter ces fermetures de magasins? Oui, enfin, ça fait 2 fois que je reprends la question depuis le début de ce chat. C'est le plan Cœur de Ville qui a cet objectif-là. Et sans attendre le plan Cœur de Ville, on a mené plusieurs choses. J'ai pris un moratoire en tant que maire sur le périmètre de la ville de Bourges pour éviter des implantations de surfaces, notamment commerciales et alimentaires supplémentaires sur le périmètre de la ville de Bourges. Nous avons facilité, diminué le coût des stationnements aussi sur la ville. Les coûts ont considérablement baissé et de toute manière ils étaient déjà pas très hauts. On a mené aussi des opérations de gratuité pour le stationnement sur voirie à partir de 17h. Bon, c'est des actions qu'on peut mener sur le court terme et on les a menées. Les magasins de périphérie, il faut pas opposer les magasins des offres commerciales de centre-ville et de périphérie. Je crois que ça correspond à des besoins différents, à des publics différents. Il faut interroger aussi les clients. Pourquoi les clients vont sur des commerces de périphérie, pourquoi ils vont sur des commerces de centre-ville. Il n'y a sans doute pas le même service, c'est des services différents, c'est des questions de choix. Donc ça, c'est toutes les actions que nous menons au niveau de la collectivité pour faciliter, aider en fait le commerce centre-ville, mais il y a aussi des actions que doivent mener aussi les commerçants. On n'est pas commerçants, c'est leur métier. Donc il faut aussi qu'ils se prennent en charge et pour être aussi innovants, pour s'adapter aux nouveaux besoins des clients. Les besoins des clients il y a 25 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Dans 25 ans, ils seront encore différents. Quand on parle aujourd'hui des méfaits aussi d'Internet, des achats sur Internet, alors il y a beaucoup qui critiquent ça, sauf que tous ceux qui critiquent, ils utilisent. Mais face à cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut toujours critiquer. Mais en tout cas, ça existe. Donc il faut peut-être aussi que les commerçants aujourd'hui s'organisent pour utiliser l'outil Internet d'une façon positive par rapport à leur commerce. Donc voilà, tout ça, je crois qu'il faut... on parlait tout à l'heure aussi de l'habitat. Il faut qu'on fasse en sorte que les Berruyers reprennent l'envie d'habiter en centre-ville. Donc il y a toutes des opérations d'aide pour les propriétaires à réhabiliter leur logement, refaire des façades, améliorer la facture énergétique. Donc c'est tout ça l'idée aussi du plan Cœur de Ville qu'on va mettre en place voilà, très rapidement. D'ailleurs, on a commencé avec les travaux d'Îlot Victor Hugo, entre autres. La question suivante est en fait la question de Sarah Mousse. Donc nous avons les précisions concernant l'aire de jeu. Elle indique qu'elle souhaiterait que ce soit comme à Tours ou à Châteauroux, une aire de jeu avec des balançoires, des toboggans adaptés pour les petits-enfants à partir de 2 ans. Le lieu serait sur Bourges, car habitant moi-même à Turly, les aires de jeu sont à l'abandon et nos enfants s'ennuient. Oui, alors des aires de jeu, il y en a quand même pas mal qui sont réparties sur l'ensemble des quartiers. Bon, c'est vrai qu'on nous en demande toujours plus. Bon, ça aussi, c'est des opérations qu'il faut qu'on mène progressivement. Bon, il y a toujours la problématique de l'installation des aires de jeu, parce qu'en fait, on peut comprendre que dans un quartier, ça me paraît tout à fait logique, ce que vous dites, qu'il y ait un besoin. Par contre, où est-ce qu'on les implante? Alors à proximité effectivement des lotissements, là où les gens habitent, mais d'un autre côté, ceux qui habitent très proches peuvent être gênés par le bruit, que peuvent faire les enfants, et pas que les enfants d'ailleurs en l'occurrence. Donc c'est toujours des vraies problématiques de positionnement des aires de jeu. Mais il faut qu'on réfléchisse à en développer davantage. Après, il y a des lieux, on va dire, un peu privilégiés, notamment le jardin de l'archevêché ou le jardin des Préfichaux qui sont équipés aujourd'hui. Et puis je veux aussi vous faire aussi un peu une annonce. Il faut qu'on réfléchisse à la fois à adapter ces jeux par rapport aux spécificités de certains enfants, et en particulier ce que l'on va faire en 2019, c'est implanter des jeux d'enfants pour les enfants en situation de handicap.
hein, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc j'ai deux conseillères municipales, oui, et une maire adjointe qui travaillent sur ce sujet là, depuis 4-5 mois. Et donc nous allons installer ce type de jeu, tout le moins une première tranche, à Bourges au cours de l'année 2019. Une dernière question qui n'est pas vraiment une question, qui est posée par Jamel et qui vous dit « Je vous respecte, vous êtes un maire bien et moderne, restez à vie le maire de Bourges ». Écoutez, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, je suis un peu rouge pour ces félicitations et ces compliments, ça me touche vraiment. Donc c'est bien parce qu'on entend, vous savez, souvent nos concitoyens critiquer leur maire, alors que tout maire est critiquable, hein, bien évidemment. Il faut rester très humble. Vous savez, quand on est maire, quand on est élu, il faut rester très humble. Voilà, on dit rarement que les choses vont bien, on dit trop souvent que les choses vont mal dans une ville. Je reprends souvent l'expression du président du Sénat, Gérard Larcher, qui est un ancien maire aussi, qui dit, vous savez, l'élu local, il a porté l'engueulade. Ben oui, c'est vrai, je le confirme. Donc vos propos me font vraiment chaud au cœur. Ils sont assez rares, mais bon, j'essaie modestement d'essayer d'exécuter ma mission, l'engagement que j'ai pris devant vous. Je ne dis pas que je réussis sur tout, mais je pense que globalement, j'aurais fait en tant que maire et avec mon équipe municipale, avec les agents municipaux, avec toutes ces équipes autour de moi, je pense qu'on n'aura pas à rougir de notre mandat. On aura démarré dans des conditions difficiles, mais en tout cas, je pense qu'on l'aura réussi. Voilà. Donc, merci en tout cas pour tout ce que vous avez dit. Ça me touche vraiment. Et donc, d'ailleurs, ça me donne envie de revenir donc la prochaine fois en deuxième séance. Je ne vais pas dire deuxième semaine. Donc, merci encore pour votre participation encore très active ce soir pour ce premier chat vidéo de l'année. Je vous donne rendez-vous le mardi 5 février, donc c'est bientôt à 19h, dans la même configuration. Donc réfléchissez aux questions que vous pouvez poser et n'hésitez pas à le faire. Et puis en attendant, je vous remercie encore. Je vous souhaite une très très belle soirée. En attendant, le plaisir de vous revoir dès le mois prochain. Merci, à très bientôt. Au revoir.